Merci beaucoup de m'avoir confié ce vaste sujet brûlant. Voici mes liens d'intérêt. Alors, en introduction, vous le savez tous, j'enfonce des portes ouvertes. Le foie a un rôle central dans le métabolisme et l'élimination des médicaments. De ce fait, au cours de la cirrhose, chez les patients qui développent une insuffisance hépatocellulaire ou une hypertension portale, ce métabolisme et cette élimination sont totalement modifiés. Je pense que Laure m'a demandé de traiter ce sujet parce que certains médicaments couramment prescrits au cours de la cirrhose ont une réputation qui a vraiment évolué et finalement on ne sait plus à quel saint se vouer. Alors voici le plan que je vais adopter dans cette présentation. Je vais être obligée de faire un petit rappel sur les modifications du métabolisme des médicaments au cours de la cirrhose. Dans un deuxième temps, je vais insister sur un aspect de la toxicité des médicaments, parce que finalement, je ne vais pas vous faire un topo sur toxicité hépatique, il y en aura un autre au cours de cette AFF. Donc toxicité neurologique des médicaments au cours de la cirrhose, et puis en pratique, je vais vous donner quelques clés pour savoir comment prescrire les médicaments qui sont les plus souvent indiqués chez nos patients. Alors, la première phase du métabolisme des médicaments consiste en l'extraction hépatique qui a pour conséquence l'effet de premier passage hépatique et qui est intimement lié au flux sanguin hépatique et à la fixation protéique. Dans un deuxième temps, survient la métabolisation hépatique avec la métabolisation de phase 1 qui fait intervenir le cytochrome P450, métabolisation de phase 2 avec une glycuro-sulfuroconjugaison et l'élimination des médicaments soit par voie biliaire, soit par voie rénale. Et vous le voyez bien, au cours de la cirrhose, lorsqu'il y a une insuffisance hépatique, eh bien, toutes ces étapes sont modifiées et elles vont toutes concourir en une diminution de la clairance hépatique des médicaments en raison de l'insuffisance hépatocellulaire, une diminution de l'élimination biliaire en cas de cholestase, et pour les malades les plus graves d'entre eux qui développent une insuffisance rénale, une diminution de l'élimination rénale. La conséquence de tout ça, c'est une augmentation de la concentration maximale et résiduelle des médicaments chez nos patients atteints de cirrhose. Et de ce fait, les patients vont être beaucoup plus exposés à la toxicité des médicaments, que cette toxicité soit une toxicité hépatique, rénale ou bien neurologique. Alors, je vais vous parler de la toxicité neurologique des médicaments. Pourquoi ? Probablement parce que vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur l'encéphalopathie hépatique. D'ailleurs, les recommandations émises par l'AFF en 2019 sur le diagnostic et la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique sont en ligne. Et vous le constaterez probablement, on insiste sur le fait que le diagnostic d'encéphalopathie hépatique doit être remis en question lorsque l'ammoniémie est normale. En effet, l'hyperammoniémie a un rôle central dans la physiopathologie de l'encéphalopathie hépatique et donc, de fait, lorsque l'ammoniémie est normale, il faut évoquer un certain nombre de diagnostics différentiels. Sur cette diapositive, vous voyez les diagnostics différentiels dont on a fait la liste dans ces recommandations et vous pouvez le constater. Il y a l'encéphalopathie toxique et l'encéphalopathie médicamenteuse. Alors pourquoi elle survient chez les malades atteints de cirrhose et quelle est finalement la physiopathologie de l'encéphalopathie médicamenteuse? Je vous montre là une diapositive qui est extraite d'une très belle revue de Clémence Marois qui a été publiée cette année sur les encéphalopathies métaboliques dont l'encéphalopathie médicamenteuse fait partie. Et il y a 3 grands mécanismes qui sont impliqués dans l'encéphalopathie médicamenteuse. Premièrement, l'accumulation intracérébrale de médicaments qui est favorisée par insuffisance rénale, insuffisance hépatique qui va concerner nos patients, diminution de la fixation aux protéines et lorsqu'on administre une dose trop importante de médicaments aux patients. Deuxièmement, ce qui concourt à l'expression clinique de l'encéphalopathie médicamenteuse, c'est probablement la présence préalable d'une altération cérébrale. En effet, les patients peuvent avoir des facteurs de risque neurologiques qui sont présents depuis de nombreuses années, qui n'ont pas eu d'expression clinique en raison de mécanismes de compensation. Je pense par exemple à l'âge, qui est un facteur de risque majeur, à l'alcool, qui a une toxicité neurologique directe, aux maladies cardiovasculaires, qui peuvent être responsables de maladies vasculaires cérébrales, et donc à l'état de base, le cerveau peut être diminué, c'est ce qu'on appelle la baisse de la réserve neurocognitive. Et le troisième mécanisme qui intervient, c'est probablement une altération de la barrière hémato-encéphalique, qui est cette barrière qui permet le passage des médicaments du sang vers le cerveau.
Et finalement, les cirrhotiques ont tous ces facteurs de risque de développer une toxicité neurologique des médicaments. Alors ça, c'est de la théorie, et en pratique, ça a été bien démontré et suggéré dans le travail qui a été publié par Nicolas Weiss il y a maintenant quelques années, qui a évalué 14 patients atteints de cirrhose, qui étaient hospitalisés pour des manifestations neurologiques sévères. Ils étaient Westhaven 3 ou 4, et on leur avait tous fait des ponctions lombaires parce qu'ils avaient tous une suspicion de méningite. Les liquides céphalo-rachidiens de ces patients ont été analysés en métabolomique, et qui est une technique qui permet de détecter un certain nombre de produits, médicaments, métabolites, et donc à grande échelle, et de les doser également. Le résultat le plus important de ce travail, c'est que, en gros, un tiers des patients qui avaient une cirrhose et des signes neurologiques avaient des antibiotiques dans le liquide céphalo-rachidien, alors que, bien sûr, aucun d'entre eux n'était traité par antibiotiques à dose méningée, ce qui suggère qu'il y a une augmentation de l'exposition des cerveaux des cirrhotiques aux risques médicaments, et c'est probablement lié à une altération de la barrière hémato-encéphalique. Alors, je vous ai entouré en bas à gauche les antibiotiques qu'on a entre autres retrouvés dans l'LCR de ces patients. Vous voyez qu'il y a des bêta-lactamines, des fluoroquinolones, dont on connaît la toxicité neurologique dans la population générale, puisque ces médicaments sont responsables de confusion, de troubles de la vigilance et parfois de convulsions. Alors ça, c'est pour des toxicités neurologiques qui étaient déjà connues dans la population générale, mais on s'est rendu compte finalement que d'autres médicaments, spécifiquement prescrits énormément par les hépatogastro-entérologues, pouvaient avoir une toxicité neurologique. Et il y a 2 ans, je vous avais présenté au Top Biblio cette étude issue de la base de données de l'assurance maladie de Taïwan, qui évaluait l'impact de la prescription d'IPP chez les cirrhotiques sur le développement de l'encéphalopathie hépatique. Et le principal résultat de ce travail était que chez plus de 2000 patients atteints de cirrhose, lorsqu'on comparait les patients qui étaient traités par IPP aux patients qui n'étaient pas traités par IPP, eh bien, il y avait un surrisque de développer une encéphalopathie hépatique. Et vous le voyez, plus la dose cumulée était importante et plus le risque était augmenté. Donc attention, attention, des médicaments qui ne sont pas connus pour avoir une toxicité neurologique peuvent être toxiques chez les patients atteints de cirrhose. Plus récemment, donc cette année, une autre étude a été publiée par une équipe italienne. Elle a évalué de façon prospective plus de 300 patients atteints de cirrhose qui ont été suivis pendant une durée moyenne de 14 mois. Et l'objectif était de savoir quel était l'impact des IPP sur la survenue au cours du suivi d'une encéphalopathie hépatique et l'impact sur la survie. Ce que vous pouvez constater, premier résultat, c'est qu'en analyse multivariée, les IPP étaient indépendamment associés à un plus fort risque de développer une encéphalopathie hépatique par rapport à des patients qui n'étaient pas traités par IPP. Et deuxièmement, les IPP étaient associés à une surmortalité. Les auteurs soulignent le fait que 40% des cirrhotiques environ étaient traités par IPP et que dans l'immense majorité des cas, il n'y avait pas d'indication très bien étayée dans le dossier des patients. Donc attention, attention aux IPP. Alors en pratique, je vous ai décrit donc, un type de toxicité des médicaments. Je vous ai décrit le fait que les patients étaient plus exposés au risque de toxicité médicamenteuse au cours de la cirrhose que dans la population générale. Alors en pratique, comment fait-on ? En pratique, on évite les concentrations excessives de médicaments et on adapte la posologie. Ça tombe sous le sens. Et puis, deuxièmement, on respecte les contre-indications absolues. Et finalement, en y réfléchissant bien, je pense qu'il y a une seule contre-indication absolue de médicaments chez les cirrhotiques, c'est les AINS. Après, il faut bien sûr peser la balance bénéfice-risque. Alors, comment faire pour éviter les concentrations excessives de médicaments ? On dispose d'un outil en ligne que vous connaissez probablement déjà, c'est ddipredictor.org qui permet de prédire les interactions médicamenteuses. Mais vous le voyez, je l'ai entouré. Il y a également une aide pour l'adaptation posologique pour les patients atteints de cirrhose qui sont traités par un médicament, voire par plusieurs médicaments, en essayant de prévoir les interactions médicamenteuses et qui permettent de donner un certain nombre de conseils sur les adaptations posologiques pour éviter de trop exposer les patients cirrhotiques aux risques médicaments. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est finalement comment fait-on avec les médicaments qu'on
qu'on prescrit de façon courante au cours de la cirrhose dans notre pratique quotidienne. Vous voyez ici la liste typique de médicaments qu'on peut trouver sur une ordonnance de cirrhotique, et finalement j'ai choisi de vous parler des médicaments dont la réputation a évolué au cours du temps, certains qui étaient considérés initialement comme tout à fait anodins, et puis certains qui étaient considérés comme étant strictement contre-indiqués et qu'on peut utiliser finalement. Donc voilà la liste des médicaments pour garder un petit peu de temps. Je vais vous les décrire au fur et à mesure. Alors je ne vais pas revenir sur les bêta-bloquants. Vous le savez, historiquement, les bêta-bloquants améliorent la mortalité en prophylaxie primaire et secondaire de l'hémorragie digestive, puis s'ensuivent toutes les études sur le doute quant à l'effet délétère des bêta-bloquants chez les patients qui ont une cirrhose décompensée. Et puis Delphine vous en a parlé lors du top biblio, avec la publication de l'essai de Villanueva, il y a un bénéfice à l'utilisation des bêta-bloquants chez les patients ayant une hypertension portale cliniquement significative et non décompensée. Donc probablement qu'on peut anticiper des indications plus larges, une prescription plus large des bêta-bloquants au cours de la cirrhose. Donc finalement, le conseil que je pourrais éventuellement me permettre de vous donner, c'est de respecter strictement les règles d'arrêt des bêta-bloquants, donc cirrhose décompensée avec acide et hypotension inférieure à 90 mm de mercure, hyponatrémie, infection du liquide acide et insuffisance rénale. Arrêter les bêta-bloquants dans ces conditions, certes, mais prévoir d'adapter la prophylaxie de l'hémorragie digestive, ne pas oublier les varices, donc passer aux ligatures si les patients sont en prophylaxie primaire, ou bien discuter du TIPS chez les patients qui sont en prophylaxie secondaire. Alors les IPP, on en a beaucoup parlé, je vous ai montré qu'il y avait un surrisque de toxicité neurologique et probablement un impact sur la survie des patients. Je vous rappelle les 3 seules indications reconnues des IPP à ce jour, le RGO et l'œsophagite par RGO, l'éradication d'Helicobacter pylori et la prévention et le traitement des lésions liées aux AINS chez les patients à risque. Et j'attire votre attention sur le fait que la cirrhose ne figure pas dans les populations à risque. En décembre 2018, une étude a été publiée qui était menée en France en 2015 et qui montre que plus de 15 millions de patients différents ont été traités par IPP cette année-là. C'est absolument colossal. Et l'autre résultat très important, c'est qu'une grande partie de ces indications étaient totalement hors AMM. Et c'est une mauvaise utilisation qui est absolument problématique. Donc que faire ? Il ne faut pas rester passif. Donc au-delà du fait de ne pas prescrire des IPP chez les cirrhotiques quand il n'y a pas d'indication, et en particulier pour prévenir l'hémorragie sur chute d'escar, on sait que ça n'est pas utile. Je pense qu'il faut être très proactif, et lorsqu'on voit des IPP sur l'ordonnance d'un cirrhotique, il faut chercher l'indication, et si on ne la trouve pas, l'arrêter systématiquement en l'absence d'indication. Autre médicament qui pose problème, les benzodiazépines. Alors évidemment, on est très tenté de les prescrire puisque les malades atteints de cirrhose ont des troubles du sommeil. Ça peut être, il faut vous souvenir, la première expression de l'encéphalopathie hépatique. Il y a une très bonne corrélation entre l'encéphalopathie hépatique et les troubles du sommeil. Et par ailleurs, lorsque l'on traite l'encéphalopathie hépatique, on améliore les troubles du sommeil. Les benzodiazépines sont associées à un plus fort risque de développer une encéphalopathie hépatique. Ça a été bien démontré aussi par l'étude que je vous ai citée précédemment, menée dans la base de l'assurance maladie taïwanaise. Il ne faut jamais prescrire les benzodiazépines pour des troubles du sommeil chez le cirrhotique. Alors, il y a des travaux qui suggèrent qu'il y a des troubles de la sécrétion de mélatonine chez les patients atteints de cirrhose. Donc, ça pourrait être une alternative thérapeutique intéressante, même si la mélatonine n'a pas l'AMM dans cette indication. Les seules indications des benzodiazépines chez les patients atteints de cirrhose, c'est les traitements des crises convulsives et le traitement curatif ou préventif du DT. Bien sûr, il ne s'agit pas de laisser les malades atteints de cirrhose qui sont en syndrome de sevrage sévère avec un score de Cushman supérieur à 8 présenter des crises convulsives. Et on sait que le benzodiazépine, dans cette indication, améliore l'état d'agitation des patients et diminue de façon significative le risque de développer des crises convulsives. Alors, vaste chapitre, les statines. Les statines, on les a un peu décriées en raison de l'élévation des transaminases qu'elles pouvaient provoquer. Et d'ailleurs, je vous cite ce qui est écrit dans le JIDAL en 2019. Vous prenez n'importe quelle statine et il est précisé qu'en cas d'élévation du taux de transaminase, une surveillance s'impose jusqu'à normalisation. Donc on ne sait pas s'il faut diminuer la posologie, arrêter le traitement ou attendre la normalisation des transaminases en poursuivant la prescription de la même façon.
Je vous cite 2 études qui ont montré que les statines avaient un effet bénéfique au cours de la cirrhose. C'est 2 parmi tant d'autres. La première que vous connaissez tous, la simvastatine améliore la mortalité des patients en prophylaxie secondaire de l'hémorragie digestive. Et puis, une autre étude qui vient d'être publiée dans Gastroentérologie, menée dans une base de vétérans aux États-Unis. Et pour chaque année de statine prescrite, il y a une amélioration de la mortalité avec un hazard ratio à 0,90. Donc vraiment un vrai bénéfice chez les patients atteints de cirrhose dans pas mal de circonstances. Alors même si on ne peut pas les recommander systématiquement chez tous les patients atteints de cirrhose, je pense qu'il faut vraiment définitivement considérer que ce ne sont pas des ennemis. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que lorsqu'on le regarde, finalement, les taux d'élévation des transaminases dans les populations cardiovasculaires qui étaient traitées par statine, qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaire, finalement, l'élévation des transaminases n'était pas différente de celle observée dans les groupes placebo. Un seul cas rapporté dans la littérature d'insuffisance hépatocellulaire et de décès. Et il n'y a pas plus d'élévation des transaminases si, au départ, au moment de l'instauration du traitement, les transaminases étaient élevées. Donc, en conclusion, pour les statines, je pense qu'il n'y a pas de restriction chez nos patients qui ont une cirrhose NASH et qui ont une dyslipidémie et qui, de ce fait, ont besoin d'une statine, et pas de restriction non plus chez les patients qui ont une cirrhose avec un child A ou un child B. Dans les cirrhoses child C, il y a vraiment peu de données, et par ailleurs, il y a très rarement d'hyperlipémie chez les patients, même cirrhose NASH et cirrhose child C. Alors, autre médicament dont je vous ai déjà parlé, dont la toxicité neurologique est problématique, et une des clés pour essayer de diminuer la toxicité, c'est aussi peut-être, en plus d'adapter la dose, adapter la voie d'administration. Je vous cite cette étude publiée cette année, multicentrique européenne, observationnelle, ça n'est pas un essai randomisé, qui avait pour objectif d'évaluer l'épidémiologie des bactériémies chez les patients atteints de cirrhose. Les patients étaient traités par piperacillin tazobactam selon 2 modalités différentes, soit des bolus en intraveineux, soit une perfusion continue en intraveineux à la seringue électrique. Et vous le voyez sur la courbe de survie, la survie était significativement meilleure dans le groupe qui recevait une perfusion continue à la seringue électrique. Donc il faut probablement privilégier cette voie d'administration. C'est une attitude qui a déjà été adoptée par la majorité des réanimateurs et qui se fait également beaucoup en service de maladies infectieuses. Donc vous pouvez vérifier, essayer d'adapter le mode d'administration des antibiotiques, et en particulier des bêta-lactamines. Je ne pouvais pas faire ce topo sans parler du problème de la norfloxacine. Vous le savez, l'augmentation de la résistance au fluoroquinolone est un problème. Elle atteint 30% environ. Et puis finalement, cette année, suite à la décision de dérembourser la norfloxacine en 2019, on a pas mal de patients qui nous ont demandé « mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment faire? Moi, je suis sous norfloxacine, on ne me la rembourse plus, je ne peux pas l'acheter, que faire ?» Ceci a été mis en lien avec le fait que le service médical rendu était finalement assez faible pour la norfloxacine et que la norfloxacine était par ailleurs responsable, comme l'équinolone, de problèmes de tendinopathie. Donc on n'a pas résolu la totalité du problème. En prophylaxie secondaire de l'infection du liquide d'acide, je pense que l'AFEV va bientôt se proposer une solution et qu'on adopte tous la même attitude pour éviter donc une deuxième infection du liquide d'acide. Et en prophylaxie primaire, donc pour les malades qui étaient traités par norfloxacine alors qu'ils avaient une acide pauvre en protides, moins de 15 grammes par litre, je propose d'inclure massivement dans l'essai Propylarifax qui compare la rifaximine au placebo dans la prévention primaire de l'infection du liquide d'acide. Pour terminer, les antalgiques, le traitement de la douleur est assez problématique chez les patients atteints de cirrhose. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la physiopathologie. L'approche, elle est probablement multidisciplinaire. Alors le dogme selon lequel il ne fallait pas prescrire de paracétamol chez les patients atteints de cirrhose me semble un petit peu excessif. Il y a des arguments dans la littérature qui suggèrent qu'on peut utiliser le paracétamol à dose plus basse, probablement 2 grammes par jour, chez les patients qui ont une cirrhose, en dehors de la cirrhose décompensée bien sûr. En général, les réserves en glutathion sont rarement très amoindries chez les patients atteints de cirrhose, à ceci près que c'est le cas chez les consommateurs excessifs. Et donc, c'est probablement les antalgiques de niveau 1 qu'il faut utiliser chez les patients atteints de cirrhose.
Les morphiniques ont une baisse d'efficacité et risquent d'entraîner par leur effet sédatif de l'encéphalopathie hépatique et puis provoquent de la constipation qui peut entraîner un inconfort un peu plus important encore si c'était possible chez les patients qui ont déjà de l'acide par exemple et qui sont alités et donc très à risque de développer de la constipation qui va entraîner par ailleurs de l'encéphalopathie hépatique. Alors en conclusion, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut prescrire des médicaments avec parcimonie. On peut dire qu'au cours de la cirrhose, c'est un petit peu comme dans l'insuffisance hépatique aiguë, il faut arrêter tous les médicaments non indispensables et communiquer sur le sujet. Il faut expliquer aux patients pourquoi on arrête tel ou tel médicament, l'expliquer probablement à l'accompagnant et également au médecin traitant, parce que la plupart du temps, quand le patient retourne voir son médecin traitant et qu'il constate qu'il n'y a plus l'IPP, le médecin traitant le represcrit, etc., etc. Donc arrêter les médicaments, être très proactif et communiquer sur nos pratiques. Il faut au maximum adapter les posologies pour éviter un excès d'une toxicité trop importante et perfuser en intraveineux en continu afin de diminuer l'exposition aux médicaments. Pas trop de restrictions, notamment en ce qui concerne les antalgiques de niveau 1, et pas de restrictions du tout en dehors de la cirrhose Child-C pour la prescription des statines. Je vous remercie de votre attention.